Donc bonjour, merci de vous être inscrit à cet atelier-là. Donc l'atelier des aidants, animé par Christine Chaumont, qui est responsable de l'opérationnel de l'association La Marguerite, qui va se présenter un peu plus en détail tout à l'heure. Guy Gabriel, que vous connaissez, qui est membre de l'AFH, pas tous, référent aidant à l'association La Marguerite et aussi membre de l'AFH. Et puis moi, voilà. Vous me connaissez maintenant. Alors, pourquoi le thème des dents? Pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire ce thème sur ce congrès? Parce que ce n'est pas un thème, c'est pas forcément très innovant, mais ça vient, c'est très d'actualité. Après, il y aura une petite présentation de l'association La Marguerite. Qu'est-ce qu'un proche aidant? Les conséquences sur le quotidien, les signes d'alerte, comment agir et réagir, quelles aides peut-on avoir en tant qu'aidant et mieux connaître pour mieux prévenir. Je remercie Joël pour avoir apporté son témoignage pour ce thème des dents qu'on a eu suite à une discussion toutes les deux. Donc je mets un grand écran. Une femme hémophile. Pourquoi ce thème des aidants dans cet atelier? Nous nous sommes posé cette question avec plusieurs femmes hémophiles. Est-ce qu'en étant conjoint d'un hémophile, parent d'un hémophile ou grands-parents d'un hémophile, nous pouvons être considérés comme des aidants? Cette réflexion avance petit à petit dans ma tête et dans nos têtes, parce qu'on voit vieillir nos conjoints et notre vie s'adapte à nouveau. Parce que nous devons assumer des tâches physiques à la place et nous vieillissons également, donc cela devient de plus en plus complexe. Et puis, dans les week-ends thérapeutiques qui sont très intéressants, on se rencontre, on se croise et on voit que les parents, les conjoints, ont tous à peu près les mêmes réflexes. Surprotection, faire à la place quand c'est trop difficile, etc. Est-ce que du coup, on peut se considérer comme aidant? Cette réflexion, elle est aussi en parallèle. On parle beaucoup d'aidants de maladie d'Alzheimer parce que c'est très médiatisé. Et moi-même, en accompagnant ma maman qui est aidante de mon papa atteint de cette maladie, je me suis dit, mais elle a des réflexes que j'ai. Pourtant, ce n'est pas les mêmes maladies. Et puis, en échangeant avec plusieurs personnes ici présentes, on s'est dit, oui, peut-être qu'il faut qu'on s'arrête un moment pour réfléchir ensemble là-dessus. Est-ce que le fait de protéger notre conjoint, nos enfants, nos petits-enfants, les protéger de la vie, les protéger du quotidien, c'est être aidant? Est-ce que le fait de compenser certaines tâches ou d'accompagner certaines tâches, c'est être aidant? Est-ce que le fait d'adapter notre mode de vie, que ce soit en famille, que ce soit avec le conjoint, c'est être aidant? Est-ce que le fait de verbaliser auprès des copains notre mode de vie différent, nous pouvons considérer que nous sommes aidants? Toutes ces questions trottent dans notre tête depuis plusieurs années. Est-ce que c'est parce qu'on vieillit et que l'âge de la vie fait que nous réfléchissons différemment au fur et à mesure et que nous allons encore réfléchir au fur et à mesure? Et du coup, nous allons tous être peut-être confrontés à des questionnements comme ceci au fur et à mesure que les enfants vont grandir, au fur et à mesure que nos conjoints vont vieillir. D'où l'important, peut-être aujourd'hui, de s'arrêter dans cet atelier ensemble pour savoir si nous sommes aidants ou non, ou si nous sommes accompagnants et pas forcément aidants. Bonne réflexion à tous. Merci Joël. Donc je donne la parole à Christine. Et la main. Bonjour à tous et merci donc aux organisateurs de nous avoir invités sur cette thématique des aidants qui est très chère effectivement pour nous. Donc je suis accompagnée de Guy, on va se présenter respectivement. Donc moi je suis Christine Chaumont, je suis responsable opérationnelle à l'association La Marguerite. On va vous en dire deux mots. Je suis assistante sociale de formation et j'ai été pendant 30 ans assistante sociale hospitalière donc au CHU de Limoges, donc connaissant bien effectivement la maladie et tout ce que ça a pour conséquences pour les proches. Je laisse Guy se présenter. Bon, ben alors, Guy, je suis à l'association des hémophiles depuis très longtemps. Je ne suis pas hémophile moi-même, c'est mon fils qui est hémophile. C'est une génération spontanée, donc on a découvert ça il y a 38 ans, avec tout ce que ça impliquait derrière. Donc, comme j'étais président du comité Limousin, je me suis arrêté en septembre dernier parce que j'ai voulu passer la main
et que je trouvais que la Marguerite nous apportait un supplément qu'on n'en avait pas à l'AFH sur justement la problématique. Alors on parle des dents. Alors bon, c'est un terme. Hein. Je pense qu'il faut, on va dérouler ça, puis vous nous direz ce que vous en pensez. Alors moi j'ai assisté à pas mal de congrès là-dessus. Petit à petit, on se reconnaît, je pense, aidant. Sur le moment, on ne se reconnaît pas. Alors, je vais pas continuer parce que je vais lui bouffer le boulot de toute manière, et puis après, je vais me faire étriper. Non, quand même pas, mais bon, ça se passe bien entre nous, normalement. Donc, la Marguerite Nouvelle-Aquitaine, c'est une association qui regroupe des associations de patients concernés par la maladie chronique. Et donc l'idée, c'était de faire en sorte de mutualiser les ressources, les moyens, pour intervenir sur les conséquences que peut avoir la chronicité de la maladie sur la qualité de vie, à la fois des malades et à la fois des aidants. Donc la Marguerite, c'est une association qui fédère plusieurs associations de patients. Donc ça va des problèmes de diabète, les insuffisants rénaux, les insuffisants cardiaques, les hémophiles. Donc du coup, il y a les jeunes diabétiques, il y a tout ce qui concerne les pathologies rénales. Voilà, donc on est 17 associations et on a récemment une association des troubles bipolaires qui nous a rejoints. Donc nos missions, c'est en fait l'information et le soutien à la fois des malades et des aidants, et l'accompagnement qu'on peut proposer avec notamment la mise en place de groupes de parole, d'ateliers thématiques qui sont répartis sur la semaine. Donc ce sont des ateliers aussi de prévention, d'éducation à la santé et du dépistage qu'on propose en allant dans les quartiers, en allant sur les foires et les marchés pour parler prévention au plus près de la population. Et bien sûr, cette thématique d'aide aux aidants, où on est en train de travailler sur un projet actuellement avec pas mal de partenaires du territoire pour mettre en place des campagnes de sensibilisation pour aider les gens à se reconnaître aidants, car comme l'a dit Guy, et on va y revenir, il y a une grosse problématique sur l'identification et le repérage. Donc le personnel, c'est une équipe salariée, donc une directrice, une infirmière, une diététicienne et moi-même, donc on est 4. L'association est jeune, elle date de 2017 avec ses actions qui ont été mises en place à partir de 2020. C'est aussi des patients ressources, des bénévoles et des prestataires qui sont autour de nous. Donc, une petite question, parce qu'on va essayer de faire en sorte que ça soit un petit peu interactif, que vous n'hésitez pas aussi à poser vos questions. Donc, selon vous, un proche aidant, c'est quoi? Donc, on a 3 propositions. Donc, c'est un professionnel qui accompagne une personne malade ou handicapée ou en perte d'autonomie liée à l'âge, à domicile. Une personne qui accompagne un proche malade, handicapé ou en perte d'autonomie liée à l'âge pour l'aider de manière régulière dans son quotidien, ou une personne qui aide un proche âgé dans les actes de la vie quotidienne. Où est-ce que vous situerez le terme de proche aidant? Alors, si on dit A, on lève la main tout de suite. Si on dit B, OK. Et C? C'est B apparemment, oui. Voilà, donc il y a eu une problématique dans la chronologie et dans les lettres. Donc en fait, effectivement, la majorité des gens... En quoi le fait que la personne soit âgée, moi c'est ce qui me gêne dans vos 3 propositions, c'est qu'à chaque fois, c'est lié à l'âge. Non, c'est la lecture que vous en faites. Un professionnel qui accompagne une personne malade, une personne handicapée ou une personne en perte d'autonomie liée à l'âge. On ne peut pas parler de personnes âgées. Justement, nous, notre critère, c'est parce qu'on s'est aperçu qu'on a la problématique, même sur des jeunes qui ont 10-12 ans, qui aident leurs parents et qui se trouvent dans des situations très difficiles. Donc on va de 10-12 ans, même il y a des critères qui ont été retenus, c'est même un peu plus jeune. Donc jusqu'à, bien sûr, aux personnes âgées. Et moi, mon problème, c'est qu'on est, à notre époque, axé sur les personnes âgées. Mais c'est pas que ça, c'est pas vrai. Il y a tout ce qui est en dessous qui n'est pas pris en compte et qui, malheureusement, est dans les danses régulièrement. En fait, effectivement, le proche aidant, c'est une personne qui va s'occuper de toute personne, quel que soit l'âge, quelle que soit la pathologie, donc de façon régulière dans la vie quotidienne pour l'aider de manière régulière. En fait, pourquoi on pense effectivement à la personne âgée? Parce que, historiquement parlant, d'abord, le mot de aidant a été attribué aux personnes qui accompagnaient un proche handicapé.
Et ensuite, il a été associé à l'accompagnement des personnes qui ont un trouble cognitif ou une maladie d'Alzheimer. Et c'est resté en fait sur cette thématique de la personne âgée atteinte de pathologie Alzheimer ou de pathologie associée. Donc du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans... les choses évoluent un petit peu et la notion de proche aidant va toucher, comme l'a dit Guy, effectivement toute personne qui accompagne un proche de manière régulière, voilà, pour les actes de la vie quotidienne. Donc c'est ça qu'il faut retenir en fait. Donc du coup, ça concerne beaucoup de monde. On vous a dit ce matin qu'il y avait 50% de la population, 50 millions ça faisait beaucoup, qui était concernée par la maladie et l'aidance. C'est exactement ça. Donc 50% de la population, c'est énorme. Et donc on peut se dire que même dans la salle, vous, moi, votre voisin, tout le monde peut être concerné par la problématique de l'aidance à un moment de sa vie. Donc on voit que ça représente à peu près 37% de personnes qui ont entre 50 et 64 ans. Il y a 8 à 11 millions d'aidants, donc ça fait un Français sur 6, et 57% sont des femmes. Et ça aussi c'est important effectivement, puisqu'on va voir aussi que ça impacte au niveau du quotidien pas mal de choses et pas mal de domaines. Alors, dans ces chiffres, c'est des gens qui sont reconnus. Exactement. Donc, à mon avis, et pas qu'à mon avis, il y en a beaucoup plus que ça. Mais c'est les gens qui sont reconnus comme aidants. Donc le chiffre est beaucoup plus important que ce qui est marqué là. Alors, la définition officielle du proche aidant, donc je vous l'ai mise, elle a été mise avec la loi d'adaptation de la société au vieillissement, et vous voyez encore que c'est cette loi aussi qui a permis la reconnaissance du statut d'aidant. Donc, le proche aidant désigne toute personne venant en aide à titre non professionnel à une personne en situation de dépendance dans son entourage. Cette aide nécessaire pour les activités quotidiennes peut être partielle ou totale, mais également permanente ou temporaire. Donc en fait, cette définition, elle est assez généraliste et la question qu'il faut se poser et qu'on va se poser, c'est quand devient-on aidant? Et selon vous, quand est-ce qu'on devient aidant? Exactement. Tout à fait. Quand ça devient récurrent. Quand il y a un critère aussi qui est important, parce qu'il n'y a pas de règle en fait, c'est quand le rôle d'aidant impacte, que le rôle d'aidant impacte sa qualité de vie. C'est-à-dire que l'aide que vous apportez empiète sur votre qualité de vie. C'est là qu'effectivement, on peut dire qu'on devient aidant, parce que du coup, on va basculer dans un mode de vie qui va être à la fois contraint par ses activités propres et contraint aussi par l'accompagnement qu'on réalise pour son proche. Donc, aujourd'hui, dont on l'a dit, ça touche beaucoup de personnes. Et en fait, on se rend compte que c'est vrai qu'on pensait beaucoup aux gens qui accompagnent des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge, à la vieillesse. Mais du coup, il y a aussi beaucoup de gens qui accompagnent effectivement, qui sont parents, donc qui ont des enfants. Et il y a quand même une grosse proportion de personnes qui sont aidants en activité. Et ça aussi, on va le voir, ça a un impact important sur la vie professionnelle. Du coup, selon vous, combien d'aidants sont en activité aujourd'hui? 22% pour les jaunes, donc du coup, vous pouvez lever la main aussi, je pense que ce sera le plus simple, parce qu'on n'a pas fait le quiz comme ce matin avec le flashcode, donc on est beaucoup plus manuel. 40%, donc, est-ce qu'il y en a qui pensent 40%? Et 61%, bon, ils le lisent de toute manière. Voilà, donc effectivement, on est sur 61% de personnes qui sont en activité professionnelle et qui sont aussi aidants. Donc avec toutes les conséquences que ça peut engendrer au niveau aussi de la carrière professionnelle des gens. Selon vous aussi, quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a beaucoup d'aidants qui se sacrifient pour l'aider et qui du coup en oublient leur propre santé. Et selon vous, quelle proportion il y aurait de personnes qui seraient impactées et qui délaisseraient leur propre santé? Donc pour 65%, 15 et 31. Voilà, c'est effectivement 31%. C'est déjà un tiers, c'est énorme. C'est vrai que ça fait beaucoup de personnes qui sont touchées par les conséquences de ce rôle sur leur propre santé. Et on sait combien les conséquences peuvent aussi être importantes, puisque les chiffres, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a énormément aussi, il y a un chiffre qui est important, c'est le nombre de personnes qui décèdent avant l'aider. D'aidants qui décèdent avant l'aider, du fait de leur épuisement. On va faire un petit focus sur les différentes catégories d'âge. Donc du coup, on vous l'a dit, ça touche
plusieurs catégories. Et donc, du coup, sur les jeunes aidants, sur 11 millions d'aidants, il y a quand même 8% qui ont moins de 25 ans. Et quand on parle de l'aidant en activité, les jeunes aidants qui sont scolarisés, qui font leurs études, et bien là aussi vont être impactés par ce rôle. Et on travaille actuellement avec l'université parce qu'il y a souvent des décrochages scolaires, des absentéismes importants, et que ce soit en milieu scolaire ou que ce soit dans la vie professionnelle. Et chez les jeunes aidants, donc on voit 16,9 ans, c'est l'entrée moyenne dans l'aidance. Donc c'est très jeune, hein. C'est vrai qu'on ne pense pas toujours à ces jeunes, on pense souvent à des adultes, on pense souvent à des seniors, mais on oublie qu'il y a des jeunes qui sont concernés par cette problématique de l'aidance. Et ils sont encore mineurs, tout à fait. Tu as aussi tous ceux qui sont en université, qui n'arrivent pas à suivre parce qu'ils aident leurs parents. Certains doivent travailler et faire les études en même temps. Ce qui se passe, c'est qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. Et on l'a vu, et même si c'est des bons élèves, c'est ça qui est terrible, même si c'est des bons élèves, ils ne peuvent pas aller au bout de leur cursus. Donc c'est quand même un problème important pour les jeunes générations. Et la problématique aussi chez les jeunes qu'on va retrouver sur les autres catégories, c'est l'isolement. Donc il y en a 71% des jeunes qui gardent ça pour eux. Ils ne veulent pas en parler. Donc c'est vrai que c'est à ce repli sur soi qui est difficile à gérer pour l'entourage, pour les professionnels aussi qui sont autour d'eux et qui ne le voient pas forcément. Il y en a 61% quand même qui apportent un soutien moral. Au-delà de tout ce qu'ils peuvent effectuer dans les tâches quotidiennes, il y a cet aspect psychologique qui est énorme aussi. Donc 51% qui vont gérer les aspects de la maison, 43% qui s'occupent de tout le suivi médical et du parcours santé de leurs proches. Et un chiffre important et qui fait un petit peu bondir aussi, c'est 20% des jeunes qui vont s'occuper de l'intimité, donc la toilette de leurs parents. Donc c'est vrai qu'il y a des choses aussi qu'on peut accepter en tant que professionnel aussi quand on intervient et quand on accompagne ces aidants, et d'autres choses qui sont un petit peu plus délicates et auxquelles effectivement on va avoir un état d'alerte en fait pour intervenir et mettre des personnes en place pour aider ces jeunes qui, c'est pas leur rôle, même si on va dire que c'est naturel d'aider ses proches, il y a des choses effectivement qui sont quand même à risque ou qui sont limitées. Et donc, parmi tous ces jeunes qu'on a vus, il y a 21% qui disent que pour eux, c'est un fardeau modéré à sévère. Donc, on voit bien le poids et l'impact du rôle que ça peut avoir et des conséquences que ça peut avoir pour les jeunes aidants. Est-ce que vous avez des questions ? Donc là, c'est les aidants actifs. Donc on l'a dit tout à l'heure, il y a 61% d'aidants qui sont actifs, qui sont salariés ou managers, chefs d'entreprise, puisque dans les actifs, c'est à la fois les salariés et puis les managers. Et on voit que c'est 39 ans l'âge moyen d'entrer dans l'aidance. Ils consacrent à peu près en moyenne 8h30 d'aide par semaine, en sachant qu'ils ont le travail. Ils ont possiblement aussi ce rôle d'aidant, ils peuvent avoir des enfants, donc c'est un cumul de temps qui fait qu'effectivement, petit à petit, le rôle d'aidant, de façon insidieuse, va conduire à des risques de plus en plus importants pour la santé de l'aidant. Il y en a 51% qui ont renoncé à une opportunité dans leur carrière à cause de cette situation. Il y en a 48% qui pensent pouvoir perdre leur emploi à cause de ce rôle aussi. Et un chiffre là aussi qui nous a fortement retenu, c'est qu'il y a 81% des salariés qui se déclarent pas assez informés. Alors, on y reviendra donc un petit peu plus tard sur l'information. Et en 2030, on considère qu'il y aura un actif sur 4 qui sera concerné par l'aidance. Ce n'est pas une problématique due seulement à la France. On retrouve ça au Canada, en Belgique, en Allemagne. Tous les pays sont concernés par cette problématique-là. Donc les aidants retraités, il y en a 4 millions qui accompagnent un proche âgé et 90% qui sont membres de la famille. On retrouve là aussi le poids des femmes, 69%. 51% sont des conjoints, 25% sont des enfants et quand même parmi tous, 63% apportent une aide quotidienne. Donc en fait, que ce soit les jeunes aidants, les aidants actifs ou les aidants retraités, on a des conséquences inévitables sur la qualité de vie en matière de santé, vie familiale, sociale et professionnelle. Du coup, on vous propose un petit témoignage.
c'est après. D'accord. Ça va être le... C'est pas le bon, c'est après. C'est pas grave. Vous n'avez rien vu. Quand on parle d'aidants, on va plutôt parler de proches aidants, puisque c'est la définition qui a été actée par la loi qui s'appelle la loi d'adaptation de la société au vieillissement, et qui comprend donc les aidants familiaux, mais également les proches qui ne font pas partie de la famille, qui sont des amis, qui sont des voisins, et qui un jour, dans leur entourage, assistent, découvrent à la maladie de l'autre, de son proche. Cette maladie peut découler d'un accident de santé, un accident vasculaire cérébral, un cancer, une sclérose latérale amyotrophique, etc. Ou bien sûr des conséquences handicapantes d'une maladie. Et à partir du moment où ce proche, qui va devenir proche aidant, se met à la disposition de l'autre pour effectuer chaque jour avec et pour lui les gestes de la vie quotidienne, dans le temps, dans la durée, il devient donc ce que nous appelons aujourd'hui un proche aidant. Les aidants aujourd'hui sont confrontés à une difficulté qu'on ne soupçonnait pas il y a encore 30 ans, c'est que nous vivons tous très longtemps, et nous vivons tous très longtemps, y compris avec des maladies chroniques invalidantes, des séquelles importantes d'accidents de la vie ou d'accidents de sport ou d'accidents de la route. Et toutes ces personnes qui vivent en ce moment, nous-mêmes, porteurs de maladies chroniques, qui vivons longtemps, c'est la première fois que nous sommes sur cette longévité. Et ensuite, en cascade, on va dire que les problèmes que rencontrent, les difficultés à vivre les proches aidants, c'est trouver des intervenants professionnels qui vont pouvoir intervenir auprès de leurs proches en fonction des difficultés de ce proche qui requiert une compétence professionnelle. Il n'a jamais été dit que c'était aux aidants, aux proches aidants de tout faire, du sol au plafond, de la kinésithérapie, des soins infirmiers, de la médecine, de la psychologie, de la rééducation, de la réadaptation. Chacun devrait pouvoir avoir sa place. Voilà, donc en fait, vous avez vu dans cette petite partie où on vous explique, on vous donne la définition de l'aidant. Et donc là, on va rebondir un petit peu sur les conséquences que ça peut avoir au niveau du quotidien. Donc, on vous l'a dit tout à l'heure, il y a des conséquences sur la santé, sur la famille, sur les relations sociales et psychologiques, et sur les relations professionnelles. Si je vous interroge là maintenant, je vous dis quelles sont pour vous les conséquences auxquelles vous pensez, vous allez me parler de quoi ? Exactement, toute la partie psychologique qui est importante et le stress que ça génère, parce que quand on s'occupe d'un proche et qu'on part au travail, eh bien on se dit mais qu'est-ce qu'il se fait ? Est-ce qu'il se débrouille ? Comment ça se passe ? Et comment je vais le retrouver en rentrant ? Voilà, donc il y a un stress qui est permanent. C'est vrai que ça, c'est quelque chose d'important et qui va concourir à l'épuisement petit à petit. Et la problématique de l'aidant, c'est que du coup, c'est insidieux. Effectivement, et il y a cette difficulté justement de s'identifier comme aidant et qui est importante à prendre au plus tôt pour que dès qu'on s'est identifié, on puisse agir. On y reviendra. Donc il y a tout ce qui est effectivement la partie stress. Et vous pensez à d'autres choses. Donc on en a un petit peu parlé. Est-ce que là il y a des choses qui vous viennent à l'esprit ? Exactement. L'isolement. Et d'ailleurs, beaucoup témoignent en disant que quand ils sont aidants, finalement, qu'ils ont un proche qui est malade, handicapé, en perte d'autonomie, en fait, il y a de moins en moins d'amis qui viennent les voir, et la famille qu'on voit un peu moins. Et donc, du coup, il y a ce repli sur soi qui va, là aussi, être un facteur aggravant. On va y venir. Voilà, du coup, effectivement, c'est ça l'idée, c'est que du coup, on pose un petit peu la problématique et on va aller voir vers les dispositifs qui peuvent aider l'aidant. Oui.
Exactement. Souvent, quand il y a un diagnostic posé par rapport à la pathologie de l'aidant, il y a dans les textes de loi et notamment dans les services d'oncologie la consultation d'annonce qui maintenant donne la possibilité aussi que le médecin ou l'équipe reçoive l'aidant pour faire un point. Mais c'est pas encore bien courant, c'est pas encore bien fait, et c'est vrai que c'est des choses qui auraient tendance à pouvoir développer. Parce que quand on a un diagnostic, on prend ce diagnostic-là. L'aidant le prend, mais il est dans le choc. Voilà. Et donc, du coup, sur le moment, il ne peut pas comprendre toutes les conséquences qu'il va y avoir. Et c'est vrai que dans la problématique de l'aidance, il va y avoir aussi un décalage entre j'entends le diagnostic, j'aide mon proche et je prends conscience que je suis aidant. Et tout ça va se faire plus ou moins lentement en fonction de chaque personne et en fonction de l'entourage et de l'accompagnement qu'il va avoir. Oui, c'est pour ça qu'en Concereo à Limoges, justement, ils ont mis en place avec les équipes de faire participer et le patient et l'accompagnant. Parce qu'ils sont aperçus que l'information ne circulait pas obligatoirement. Le patient, il pouvait arriver à avoir ce problème, ne pas en parler et continuer à faire un petit peu ce qu'il voulait et arriver dans des extrémités assez désastreuses. Donc là, je pense que c'est une bonne chose, cette participation, parce que le patient et l'accompagnant doivent se coordonner. En plus, souvent, le patient, il arrive, non, mais j'ai pas trop ça. L'autre à côté lui dit, tu rigoles, moi je suis avec toi tous les jours, je vois bien que ça va pas comme ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va dans le bon sens. C'est vrai qu'au moment du diagnostic, ce sera un moment qu'on pourrait penser idéal pour parler du rôle de l'aidant. Mais non, parce qu'en fait, on est sur le choc de l'annonce, et on ne pense pas à tout ce quotidien qui va arriver avec toutes les complications qu'il va y avoir, et c'est un petit peu tôt. Et il faut laisser le temps au temps d'assimiler le diagnostic, de prendre conscience un peu des choses, de la pathologie, de ses conséquences, de s'informer sur les conséquences de la pathologie, et ensuite, effectivement, on va penser à ce rôle d'aidant. Et aussi, c'est la suite. Alors là, c'est plus difficile. C'est vrai qu'on connaît les problèmes des hôpitaux à l'heure actuelle qui sont malheureusement relativement désastreux. Il commence à le mettre en pratique. C'est le patient, enfin, celui qui est malade, a été traité, et la suite. Et la suite, justement, c'est l'observation de comment il prend son traitement, comment il va. Ils sont aperçus que des fois, celui qui avait été traité allait très bien, et quand il y a l'accompagnant qui était avec lui, il me dit, ah, mais non, tu as eu tel problème, et pourquoi tu n'en parles pas? Donc je pense que c'est un duo qui est important et qui doit aller de l'avant dans ce domaine-là pour que justement le traitement se fasse le mieux possible et que l'accompagnant ne soit pas, lui, se dire, mais c'est désespéré, c'est pas possible, comment ça se fait que ça ne fonctionne pas, pourquoi? Voilà, donc d'autres choses auxquelles vous pensez? Sur la carrière professionnelle aussi, ça a un impact important. Et quand vous êtes en activité, que vous devez vous absenter de façon urgente et de façon aussi répétitive, et c'est vrai que ça vous met dans une situation assez difficile de la part déjà de votre employeur, des équipes autour, parce que bon, on est aidant, mais on va peut-être pas forcément le dire à son travail non plus. Donc il y a tout un poids qui est là, que vous portez seul, et qui, si effectivement vous n'allez pas chercher de l'aide, il va petit à petit vous peser encore et encore jusqu'à vous amener à cet état difficile d'épuisement. Oui, tout à fait. On va en parler. Voilà. Donc, effectivement, c'est vrai qu'on voit les choses un petit peu bouger, changer, et qu'heureusement, il y a des choses qui sont prises en compte. Du coup, pour vous, s'occuper d'un proche, est-ce que vous direz que c'est naturel ou c'est obligé? Alors, pourquoi c'est naturel? Ceux qui sont pour le naturel, c'est quoi? Ça paraît évident. Êtes-vous sûr que ça ne devient pas une obligation? Indirectement. C'est la limite est...
Déjà, il y a le lien, effectivement, qui vous unit à la personne. Et quand on parle, par exemple, d'un couple, on va se dire, avec les représentations culturelles qu'il peut y avoir, c'est vrai qu'il y a cette idée de devoir moral aussi. Quand on dit c'est naturel de s'occuper de son proche, on le fait par affection, par amour, et non par forcément obligation, mais au bout d'un moment, comme le dit Guy, les deux choses vont se retrouver et cet équilibre-là, il est très fragile en fait. Parce que, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour un jeune enfant par rapport à ses parents, est-ce que vous me direz c'est naturel qu'il fasse la toilette de sa mère? C'est naturel qu'il fasse la toilette de son père? Là, je suis sûre que si je vous pose la question, qu'est-ce que vous me dites? C'est naturel? Voilà. Donc du coup, en fait, effectivement, c'est naturel d'aider son proche, mais il y a des limites. Et en fait, quand vous commencez à aider, ça peut commencer par, bon, il peut pas aller faire ses courses, je vais aller faire ses courses. Et puis petit à petit, les courses, vous allez les faire, de passer d'une fois par mois à une fois par semaine, d'une fois par semaine à une fois par jour, puis va arriver l'aide à la toilette, puis va arriver l'accompagnement, les déplacements, l'aide administrative, et petit à petit, les tâches vont augmenter. Et ça, oui, mais je le fais parce que c'est mon père, parce que c'est ma mère, parce que voilà, enfin, je suis dans cette notion. Et puis, il faut pas oublier aussi que dans les représentations sociales, effectivement, le devoir aussi d'aider son proche, il est très prégnant. Mais la question à se poser, c'est où je mets la limite. Et en fait, la limite, c'est à vous à la mettre en ayant conscience des choses. Les professionnels peuvent vous alerter et vont vous dire, vous arrivez à un seuil où effectivement, il va falloir faire attention et prendre soin de vous. Mais ce seuil-là, on ne peut le faire, comme on le disait ce matin aussi pour vous parler de binôme médecin-patient, et bien là aussi, c'est aussi professionnel et aidant, où on va arriver à vous mettre un curseur qui va vous dire, attention, vous êtes dans la limite et il faut aller chercher l'aide et il faut passer le relais. Et une autre question aussi qui pose, c'est l'ambiguïté entre le naturel, le devoir moral, et une autre question qui pose souci, c'est souvent on dit un proche aidant, est-ce qu'il est un soignant? Alors pour vous, est-ce qu'un proche aidant est un soignant? Qui est pour le oui? Donc, est-ce que les gens qui ne répondent pas, c'est une réserve ou est-ce qu'ils sont pour le non? Est-ce qu'il y en a pour le non? Oui, parce qu'à moins d'être professionnel, on n'est pas soignant normalement. À partir du moment où l'aidant commence à donner des soins, c'est plus un aidant du coup. On entre dans le professionnalisme du soin. Mais la limite est très dure. Hein. Oui, c'est ambigu. La limite est très dure. C'est ça en fait le curseur. Moi je mettrais le curseur à partir du moment où c'est une aide à proprement parler. Mais des soins à proprement parler, là, on n'est plus dans l'aidant, on est dans les soins. Donc, voilà, si c'est de l'occasionnel, oui. Moi, j'ai commencé à appliquer Jean-Marc pour l'aider. Et maintenant, c'est systématique, c'est moi qui fais sa prophylaxie. Donc, et je ne suis pas soignante, mais je le soigne quand même. Enfin, je l'aide dans ses soins. Je l'aide dans ses soins. Et il fait ses soins lui-même. Oui, j'ai été formée quand même pour le piquer. Là aussi, c'est vrai que là, il n'y a pas de règle, en fait. C'est vrai que c'est compliqué. Professionnellement, moi, je vous dirais, un aidant ne doit pas être un soignant. Parce qu'il y a des soignants. Parce qu'il y a des professionnels qui peuvent le faire. Mais quand vous regardez la mise en place aussi de tous les professionnels qu'il y a à domicile, on va tomber sur d'autres problématiques. Déjà, trouver les professionnels autour de chez soi, avoir la prescription, pouvoir payer quand il faut payer les intervenants. Et on sait aussi que quand on met en place tout un système d'aide, le coût peut être très élevé et que du coup, effectivement, il faudra aussi faire les dossiers d'aide. Et que parfois, notamment c'est le cas plus, je pense, pour la pathologie liée à l'âge, où on arrive à des situations où effectivement le nombre non, même pour le handicap aussi, toute pathologie, où on arrive quand même quand la personne est dans un état de dépendance important, où il y a des soins techniques importants, où effectivement le coût à domicile va être aussi important et que du coup c'est compliqué de faire appel à des intervenants et on se dit à ce moment-là, non mais je ne peux pas payer donc je vais faire. Donc le coût financier aussi est un élément à prendre en considération. Donc revoir peut-être tout le système des PCH. Voilà. Il y aurait beaucoup à faire. Ouais. Oui, là c'est... Mais on a la chance quand même d'avoir des aides. Parce qu'il y a quelques années, effectivement, il n'y avait pas toutes ces aides financières que l'on peut avoir, comme vous le soulignez, et tous les dispositifs qu'il peut y avoir aujourd'hui pour aider les aidants. Oui, la problématique, c'est de connaître ces aides. Voilà, il faut connaître ces aides. Il y avait Paul qui voulait lever la main, et puis après il y avait Francis.
facturation, elle est défiscalisée et tout ça. Donc, vous avez des aides si vous n'avez pas un seuil de revenus. Et puis, dès que vous êtes rentré avec, vous êtes reconnu comme handicapé, entre guillemets, vous avez d'autres aides de la LTPH et tout ça. Oui. Oui, moi aussi, Francis, parce que toi, tu connais parce que tu t'es plongé dedans. Mais la plupart des gens qui sont dans la difficulté, qui sont la tête dans le guidon, je suis sûr qu'ils n'en connaissent pas la moitié, parce qu'il y en a pas mal d'aides, hein, je suis d'accord. Hein. Mais oui, mais c'est ça. Ce qui manque, c'est pour ça on va y venir, c'est l'information. Déjà, c'est quelque chose qui va permettre aux gens de dire, ben là, je peux m'adresser à un tel, ça va m'aider. Oui. Ça va m'aider, ça va m'empêcher de continuer à m'enfoncer. Et puis l'autonomie. Moi, j'irais rebondir aussi sur, par exemple, une personne qui a effectivement une pathologie chronique et tout ça, elle a eu un apprentissage, surtout à nos jours, aujourd'hui, elle a eu un apprentissage, en fin de compte, une personne comme de notre âge à nous, on a eu un apprentissage à l'âge de 10 ans. Donc, aujourd'hui, moi, je ne conçois pas mon épouse me piquer. Alors là, non, il faut que je sois complètement indépendant. Mais ça, c'est toi. C'est toi, c'est ton cas particulier. Oui. Mais il y en a beaucoup comme ça. Oui. Non, mais Il y en a beaucoup qui font venir une infirmière. Il y en a beaucoup qui font venir une infirmière. Tu parles d'hémophilie, mais il y a d'autres pathologies qui sont liées à l'hémophilie et tout ça que tu ne pourras pas soigner toi-même obligatoirement. Et pour les enfants, j'imagine que pour les enfants, c'est pareil. L'autonomie, quand on peut piquer son enfant, par rapport... Oui, mais c'est surtout pas négatif. Il ne faut pas le prendre comme ça, effectivement, parce que chacun fait avec ce qu'il est, avec ce qu'il peut et ce qu'il a. Et quand on disait qu'il y avait un coût financier, moi, dans ma carrière professionnelle d'assistante sociale, il y a des gens qui avaient les moyens d'avoir les aides et qui me disaient « non, je veux le faire ». Parce qu'il y a aussi cette notion de culpabilité, de passer le relais à l'autre, qui est parfois difficile à envisager. Donc, on est dans la problématique de l'aidance où se cumulent plusieurs aspects. Et il y aura toujours ces ambiguïtés et ces questionnements. Certains vont amener le coût financier, d'autres vont amener le coût psychologique, d'autres vont dire, ben non, c'est naturel, d'autres, voilà. Donc, c'est très, très complexe et il n'y a pas une situation identique à l'autre. Et je veux dire, l'important dans tout ça, c'est que chacun fasse comme ils le sentent, mais qui ne se mettent pas en danger. Voilà, c'est ça, c'est repérer, et on va en parler, les signaux d'alerte qui peuvent interférer et vous aider à prendre du recul par rapport au rôle d'aidant. J'avais juste une remarque pour appuyer ce que vous dites. En fait, moi, j'ai plutôt fait le choix, enfin, moi, je suis maman en fait, d'un petit qui a un déficit en facteur 1. Il a une injection par semaine. Moi, j'ai appris rapidement à piquer, mais j'ai fait le choix d'avoir cette contrainte en fait de faire venir une infirmière parce que je ne veux pas que mon fils me voie comme une soignante. Je reste sa mère et moi j'ai fait le choix de dire que je suis là plus pour faire des grimaces et faire l'andouille à côté de lui pendant son injection plutôt qu'il me voit le piquer. En fait, moi je suis là qu'en cas d'urgence. C'est une contrainte hein, parce que j'ai des horaires à respecter. Alors que si je le faisais moi-même, honnêtement, je le faisais alors qui moi m'arrangeait le mieux, qui pouvait aussi arranger mon fils, mais j'ai préféré de faire ce choix-là. C'est pas simple, hein, parce qu'il faut être au tech à 17h30 chez soi, parce que l'infirmière vous attend pas. Hein. Puis vous avez plusieurs cas de figure, hein, toute manière. Il y a des enfants, moi le nôtre, pendant un bout de temps, on ne pouvait pas le piquer. C'était impossible, les veines, on n'arrivait pas, et on avait fait la formation, et ce qui n'empêche qu'on était dans la situation comme la vôtre, et on n'avait pas choisi, mais on a plusieurs situations. C'est quelque chose de très important, ce que vous soulignez. C'est quand on parle d'aidant, on parle aussi du statut de l'aidant et du rôle qu'il a dans la famille. Comment être aidante et rester femme? Comment être aidante et rester maman? Comment être aidant et rester papa? Voilà, donc il y a aussi tout ça qui bouscule un petit peu les façons de vivre le rôle de l'aidance. Et c'est pour ça que c'est très important. Il y a des fois, on va vous dire, il faut faire comme ça, on vous conseille de faire comme ça. Là, on peut pas dire. On peut pas dire. En fait, nous, professionnels, on reçoit les personnes, on fait des entretiens, et en fonction de chaque situation, il va y avoir une solution, mais qui sera différente, en fait.
parce que l'impact psychologique est aussi énorme et qu'il faut respecter le choix des gens. Et quand vous entendez des fois, moi, ayant travaillé à l'hôpital, où le médecin, quand il venait, me disait « Ah ben ici, il vous faut mettre 2 heures d'aide à domicile par jour, plus l'infirmière 24 heures, plus les repas à domicile, plus ci, plus ça », et que vous voyez la personne en face de vous qui vous dit « Ah ben non », enfin voilà, effectivement, l'important, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut bien se connaître, bien connaître la pathologie du proche et bien connaître vos limites. Voilà, il faut surtout, et vous avez raison de le dire, c'est en termes de choix que ça se pose, mais pour faire un choix, et un choix éclairé, il faut être bien informé. C'est ça qui est important. Et informé à la fois sur la pathologie et ses conséquences, et à la fois sur les dispositifs d'aide qui existent. Donc il faut aussi trouver les bons interlocuteurs. À la fois, moi je voudrais revenir sur les aides des dispositifs existants. C'est pas si simple de se orienter dans cette faune de dispositifs. C'est pas si simple d'en avoir parce qu'il faut passer avec les APA en GIR 3. Et ben pour être en GIR 3, entre GIR 3 et GIR 4, des fois il y a de la dépendance qui existe et ils sont pas en GIR 3. Donc voilà, je crois qu'à un moment donné, il y a des critères d'attribution. On se retrouve presque jamais dedans, d'une manière ou d'une autre. Et en ce qui concerne le coût, franchement, il faut vraiment être pauvre pour ne pas payer. Hein. Enfin, je dis ça, mais une coût d'aide à domicile à l'heure, c'est 28 €. Enfin, je suis en plein dedans pour mes parents. Hein, et je galère tous les jours. Pourtant, je suis dans le milieu, je sais appuyer sur les boutons. Donc, on galère. Et un autre stress qui se génère aussi derrière dans la recherche d'aide, c'est est-ce qu'on va trouver ? On a un accord ou on n'a pas d'accord, mais est-ce qu'on va trouver quelle association? Parce qu'il y a l'instabilité des professionnels dans ces milieux en ce moment, il y a l'absence de recrutement, et du coup, ça génère un stress supplémentaire de dire « mais zut, si je ne trouve pas, je vais être obligé de... » et je n'ai pas envie de prendre cette place en tant qu'enfant. Enfin, là, c'est plutôt en tant qu'enfant, hein, voilà. Exactement. Donc, je me dirais un peu sur... il y a des aides, oui, mais dès qu'on les active, elles ne sont pas au rendez-vous forcément. Exactement. On va parler de tous ces dispositifs d'aide. Je finis sur le fait, effectivement, des signes d'alerte. Dès que la fatigue, dès que vous ressentez une fatigue quotidienne, c'est un signe d'alerte important. Tout le stress qui va vous peser, donc à un moment donné, bon, le stress, on en a tous, hein, plus ou moins. Mais quand il est quotidien et qu'il est tous les jours présent, lourd, là, il faut vraiment faire quelque chose, quoi. Et le repli sur soi, l'isolement. Donc là, c'est vraiment des signes importants pour lesquels il faut s'orienter vers les dispositifs. Et en fait, comment agir et réagir? Donc la première des choses, on l'a dit depuis le début, hein, c'est s'identifier comme aidant. Du coup, c'est prendre conscience de son rôle d'aidant. Parce que si déjà vous vous identifiez pas comme étant un aidant, vous n'allez pas aller chercher l'aide. Donc d'une part, il faut s'identifier. Ensuite, il faut l'accepter. Parce que c'est pas toujours facile d'accepter ce rôle, d'accepter aussi qu'on a des limites. Et quand vous n'avez pas identifié les limites et que vous n'avez pas accepté ces limites-là, vous n'allez pas franchir le cap de l'aide. Vous allez continuer sur ce chemin de l'aidance et se dire « je peux encore le faire, je peux encore le faire ». Et tant que vous n'aurez pas dit « ah ben oui, mais là, ça me pose ce souci », là, on passe à la phase de la recherche de l'aide, où il va y avoir 2 aspects dans cette recherche. C'est à la fois s'accorder des moments pour se ressourcer, et savoir se faire aider. Et en fait, ces 2 choses sont importantes dans une maladie chronique, hein, ou quand il y a une chronicité de la dépendance et de la pathologie, vous savez que ça va être un accompagnement dans la durée. Donc c'est fait qu'il faut se préserver au plus tôt. Et savoir se ressourcer, savoir se faire aider sont les 2 piliers sur lesquels il faut s'appuyer pour que, en fait, vous soyez accompagné, j'allais dire, le mieux possible, hein, et en fonction de vos choix. Il n'est pas dit non plus, enfin, je veux pas dire non plus que aller se faire aider, vous l'avez dit, il faut trouver les bons interlocuteurs, les dispositifs. Il faut aussi se faire aider quand vous avez décider aussi de vous faire aider, parce que bon, moi j'ai vu des gens aussi qui effectivement on leur disait il vous faut de l'aide, il faut l'aide ménagère tous les jours, et puis finalement quand vous les revoyez quelques temps après, ah ben non, je l'ai mis dehors. Voilà, parce que c'était trop contraignant, hein, vous l'avez dit, il y a des horaires à respecter. Quand la personne n'est pas en phase avec le plan d'action et le plan d'aide que vous élaborez avec elle, eh ben, ça conduit à l'échec. Donc il faut que cette recherche d'aide et cette mise en place des aides, elle soit vraiment faite avec le proche et vous et le professionnel qui vous accompagne. Et sur
votre choix et le sien. Parce que bon, dans tout ça, on est aidant, mais il y a la place de l'aider. Il faut bien aussi expliquer que l'aide qu'on va mettre en place, c'est d'abord pour l'aider. Il y a après des aides pour les aidants et on va le voir. Mais il y a toutes ces phases-là qu'il faut pouvoir un petit peu respecter. Donc du coup, être aidant, s'identifier comme aidant, donc du coup, c'est un petit peu comme une auto-évaluation que vous devez vous faire. Et il y a des dispositifs aussi qui existent pour ça, et là je peux vous orienter vers un nouveau dispositif qui s'est mis en place, qui s'appelle Ma Boussole Aidant, qui propose donc en fait une application où vous allez décrire la pathologie de l'aidé, vous localiser, et ça va vous orienter vers les services qui sont à proximité de chez vous pour pouvoir rejoindre donc toutes les associations en fait. Donc c'est un petit peu nouveau, c'est vrai que ça vient de se mettre en place et c'est un dispositif qui va ajouter quelque chose d'intéressant qui justement va être une échelle d'auto-évaluation et qui va permettre aux personnes de pouvoir voir à quel moment ils en sont dans l'accompagnement qu'ils réalisent pour leurs proches. Alors, pourquoi faire appel à une aide extérieure avant d'arriver aux aides? Pourquoi j'irai chercher de l'aide? On l'a dit et redit, mais du coup, est-ce que vous avez un petit peu entendu ces... Exactement, c'est une des premières choses. Tout à fait. Éviter la solitude. Garder sa place de maman, en l'occurrence. D'autres idées? Voilà, donc c'est un petit peu tout ça que vous avez bien repéré. Donc, en priorité, préserver sa propre santé, ça va être ce qui va conduire à mettre en place une aide extérieure, éviter donc toutes ces situations à risque d'épuisement. Et pourquoi faire appel aussi à des professionnels? Parce que eux, ils vont apporter la technicité, ils vont apporter le conseil, le soutien, leurs connaissances professionnelles qui vont amener donc cette aide supplémentaire à ce que vous réalisez pour votre proche. Se ressourcer, donc ça c'est aussi très important, avoir des moments de répit. Il ne faut pas sacrifier sa propre vie, sacrifier ses loisirs, arrêter les activités sportives, les clubs, les choses que l'on peut faire. Il faut poursuivre tout ça pour garder un équilibre. Parce que pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi. Et ça, c'est aussi très important. Maintenir son statut familial, vous l'avez témoigné, et c'est vrai que c'est aussi un des critères qu'il faut retenir, et que effectivement, quand vous faites appel à des aides, vous allez prolonger le maintien à domicile de l'aidé. Seul, c'est difficile. Accompagner l'état de santé de l'aidant, on en a parlé un petit peu, il y a aujourd'hui des consultations qui se mettent en place dans certains organismes pour faire une évaluation de l'aidant et voir un petit peu quel est le fardeau de l'aide qui est, alors fardeau, hein, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de notion péjorative derrière, c'est aussi pouvoir se libérer du temps. Et quelque chose qui est aussi très important et qu'on a mis en place aussi à l'association et que d'autres associations d'ailleurs le proposent, la FH aussi, c'est pouvoir échanger avec d'autres. Parce que l'expérience des uns sert aux autres. Donc pouvoir parler de sa propre expérience avec des personnes qui vivent la même chose, c'est très important parce que du coup, ça, pour nous professionnels, c'est un appui enrichissant puisque ça crédibilise un petit peu les messages qu'on veut passer et la parole des pairs, elle porte énormément quand on est concerné par les danses. Donc, pour informer, former, sensibiliser, se repositionner dans la relation filiale, aider aussi à une prise de recul. Parce que quand on est dans le wagon, quand on est dans le train, on suit, on ne prend pas le temps de se poser et de se dire « ah là, il faut que je fasse quelque chose ». Donc, le professionnel va amener ce regard-là aussi pour dire « vous êtes dans une situation à risque, il faut lever le pied ». Et donc faire la part des choses, alors ça aussi, hein, notamment, bon là c'est peut-être certaines pathologies où on entend dire aussi ah il fait ça, c'est pas normal, j'essaye de lui dire de pas le faire, mais du coup il faut bien comprendre aussi qu'il y a des maladies qui vont, il faudra faire la part des choses entre ce qui relève de la maladie et ce qui relève de la personne, de la personnalité de l'aidé. Et là aussi les professionnels peuvent être un recours important. Là, on va arriver justement sur la partie que vous attendez. Hein. Donc là, il y a 2 personnes qui disent « aider mon père, c'est devenu ma priorité. Du coup, je n'arrive plus à suivre les cours, je ne vois plus le médecin, je ne vois plus le dentiste, je ne vois même plus mes copains. » Une dame qui dit « avec mon fils malade, je suis souvent absente au travail, je n'ose pas en parler, j'ai peur qu'on me licencie. » Donc du coup, on est dans des situations d'aidance. Et on a
donc des aides. Il existe tout un panel de dispositifs et d'aides aujourd'hui en France. Le problème, vous l'avez soulevé, il est dans l'accès à ces dispositifs, dans la disponibilité des professionnels et dans le coût engendré. Donc, à cause de ces trois problématiques, c'est vrai que ce n'est pas facile de mettre en place des choses. Mais toutefois, l'important avant tout, comme le disait Guy, c'est de savoir que ça existe et d'aller vers ces professionnels. Et après, on verra avec vous sur le terrain ce qu'on peut mettre en place réellement en fonction des disponibilités des personnes. Exactement, il y a une inégalité sur le territoire. On est bien au courant là-dessus, malheureusement. Et malheureusement, c'est vrai que c'est assez prégnant et pour beaucoup de professions médicales et paramédicales. Donc aujourd'hui, vous avez des aides humaines, bien sûr, il y a trois grands types d'aides. Donc là, on va retrouver classiquement les infirmières, aides à domicile, kinés, les ergothérapeutes qui font un travail aussi très intéressant sur les aménagements des aides techniques et du logement, les psychomotriciennes qui vont allier les capacités psychologiques et les capacités motrices, donc qui vont intervenir sur la personne aidée. Et toutes les aides qui sont apportées à l'aidé ont un rôle de soulagement pour l'aidant. Donc toutes les aides techniques, c'est vrai qu'on a toute une panel d'aides techniques, on pense souvent au fauteuil roulant, mais quand vous voyez le quotidien, vous avez les disques dans la voiture, où vous avez les couverts adaptés, où vous avez les planches de bain. Des fois on dit les gens il faut changer la baignoire en douche et finalement vous mettez une planche de bain, ça va tout de suite arranger la situation. Voilà, il y a plein de choses qui sont faites et qui peuvent aider au quotidien la personne. Et toutes les aides financières, donc vous avez parlé tout à l'heure de l'allocation personnalisée à l'autonomie, de la prestation de compensation du handicap, les caisses de retraite, les mutuelles, il y a beaucoup aussi de dispositifs sur lesquels on va passer un petit peu de temps. Donc du coup, sur les dispositifs, notamment pour les personnes âgées, on a effectivement ce qu'on dit sur les personnes autonomes mais fragiles. Je vais commencer par le début, parce que si je mélange, le plan d'action personnalisé, donc qui est un PAP, qui va vous permettre d'avoir une aide par les caisses de retraite. Pour les personnes de plus de 60 ans, là, c'est assez simple, je dirais, au niveau financier, puisqu'on a une seule allocation, qui est l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, qui par contre est assez contraignante effectivement dans les critères qui sont retenus et la mise en place, puisqu'on va vous faire appel à une grille d'autonomie et le fameux GIR dont on entend parler, mais qui est quand même aussi une progression par rapport à ce qu'il y avait avant et qui a une ouverture un petit peu plus importante au niveau financier, qui peut aller donc du financement donc de l'aide à domicile jusqu'à tout le matériel qu'on peut avoir à la maison et aussi sur l'hébergement, les maisons de retraite. Oui, je sais. Oui, alors Métropole de Lyon, je suis d'accord, c'est très impliqué dans ce domaine-là. Ouais. On a tout ce qui... Ah oui, moi j'étais au congrès de Répit de Métropole de Lyon, on a vraiment vu quelque chose qui avançait sur le territoire, mais qui est à peu près unique dans son genre. Mais ça fait 15 ans qu'ils ont construit ça, qu'ils ont très bien avancé, que beaucoup n'ont pas suivi, malheureusement. Après, on se donne les moyens, on ne se les donne pas dans les régions. Oui, sur Lyon, vous avez la métropole aidante, mais ça n'empêche pas effectivement la problématique des circuits pour avoir une allocation personnalisée à l'autonomie qui va de 2 à 6 mois selon les régions. Et quand vous êtes en situation d'urgence, c'est vrai que c'est problématique pour mettre en place des aides quand vous en avez besoin, qu'il faut attendre tant de temps. Donc même par rapport à ça, vous avez des dispositifs aussi qui permettent de remédier à ces délais administratifs, mais malheureusement aussi pas dans toutes les régions. Donc là aussi, on voit autant pour les danses, c'est compliqué, c'est très personnalisé, autant sur les plans d'aide et la mise en place d'aide, là aussi, ça va être très personnalisé. Donc surtout, il ne faut pas faire de règles et de généralités. Donc on a l'allocation aux adultes handicapés, on a la carte mobilité inclusion. Donc je veux pas faire un catalogue et rentrer dans le détail des aides. Ce qui est important, c'est de savoir que ça existe et qu'il faut aller chercher les professionnels pour vous aider, vous accompagner. Donc pour l'aide à l'hébergement, vous avez aussi tout ce qui est l'allocation logement qui est donné par la CAF ou par la MSA. Vous avez le dispositif d'aide sociale qui effectivement est assez difficile à mettre en place puisqu'il va avoir des répercussions effectivement sur les enfants, puisqu'on va aller faire une recherche sur les ressources des enfants. Et vous avez tout ce qui peut être les aides fiscales, les déductions d'impôts et les aides notamment des communes. Donc il y a tout un panel d'aides. Le tout,
c'est de trouver le bon interlocuteur. Donc vous avez aussi des aides, hein, ça existe hein, pour financer le logement. Vous avez les aides donc, qui sont mises en place par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Et pour cela, il y a une entreprise qui aide beaucoup au déploiement de ces dossiers, à l'accompagnement de ces dossiers, c'est Solia. Vous avez les centres d'information et de conseil pour les aides techniques. Hein, donc là aussi, vous avez les CICAT, vous avez les aides des collectivités territoriales, les aides des caisses de retraite. Voilà, donc il y a énormément d'organismes qui sont impliqués. On a les mutuelles aussi qui se sont mises à aider à la mise en place d'aides. Et vous avez aussi les dispositifs légaux, notamment à travers les congés, le congé de proche aidant, le congé de solidarité familiale, le congé de présence parentale. Et dernièrement, on l'a vu, on en a parlé, quand on est actif, on peut avoir les dons de jours de RTT, mais c'est vrai que ce sont, je dirais, des petits pansements, hein, souvent par rapport à une chronicité, à une aide qui va dans la durée. Hein, donc... Et après, vous avez aussi les possibilités d'aménager votre temps de travail, mais c'est soumis à d'autres règles et d'autres contraintes, comme bon, le télétravail, les horaires flexibles, le temps partiel, les autorisations d'absence. Et cela, ça implique une chose, c'est de partager sur le rôle d'aidant. Hein, c'est de pouvoir le dire donc, et de vouloir en parler. Donc là aussi, quand on se dit finalement on veut le vivre hein, tout seul et puis ne pas que ses collègues le sachent, hein, c'est vrai qu'on ne va pas utiliser ces dispositifs, ou surtout son employeur. Parce qu'effectivement, on a vu aussi que quand on était aidant et puis qu'on a toujours cette épée de Damoclès en se disant, bah, effectivement, si mon employeur le sait, si c'est répétitif, est-ce qu'il va me garder hein. Donc du coup, c'est vrai que ça joue aussi, quoi. Oui, enfin avec l'employeur, c'est une autre problématique à mon avis, parce que tout dépend dans l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez. Oui. Une grosse entreprise qui peut vous mettre certains services pour vous aider, ça va. Quand vous avez une entreprise, alors moi, je connais assez bien malheureusement, j'y étais confronté, j'avais deux casquettes. J'avais un fils qui était hémophile avec pas mal de problèmes, et en plus, gestion d'entreprise. Donc là, vous voyez que... Alors, je croyais que ça avait évolué, malheureusement, je me suis aperçu que, suivant le type d'entreprise, une entreprise moyenne, 80-100 personnes, ils n'ont pas d'effectifs particuliers à mettre pour aider les gens, justement, pour aider leurs employés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place, nous, sur Limousin, justement, et pas mal d'autres choses. Mais bon, je te laisse continuer après, parce que non, c'est très bien, ça tombe très bien. Je crois que, en fait, après, on le disait, hein, c'est trouver les bons interlocuteurs. Et quand on a un manager qu'on peut aller voir et où on se sent en confiance, on peut lui en parler, tout va bien. C'est pas partout pareil, encore une fois. La DRH, qui peut aussi être un interlocuteur et vous orienter, surtout là, qui peut rester dans la confidentialité, c'est les services de santé au travail, hein, la médecine du travail, qui peut être aussi une personne qui va vous orienter. Encore faut-il qu'effectivement elle soit au courant de tout ce qui existe et qu'elle prenne le temps effectivement de parler avec vous. Et bon, les représentants du personnel. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu, on n'aurait pas pensé à eux. Hein. Nous on en parle parce que sur la région de Limoges, on est en train de mettre en place un projet, hein, comme l'expliquait un petit peu Guy, où on a pu mettre autour de la table à la fois les caisses primaires, le conseil départemental, l'université, on a le MEDEF, la CPME, on a donc les syndicats, donc l'entreprise, et donc tous ces acteurs-là qui sont avec nous pour essayer de voir comment on peut sensibiliser donc les personnes à la problématique de l'aidant, c'est-à-dire que en fait l'idée c'est de communiquer sur le rôle de l'aidant au plus tôt pour agir au plus vite. Et donc du coup on a cette chance-là que ces acteurs-là soient partie prenante dans le projet. Oui, et puis c'est vrai que ça les intéresse quand même, parce qu'eux ont des difficultés, alors ils nous l'avouent, ils ont des difficultés de faire connaître ce qu'ils font, ce qui est quand même malheureux à notre époque. Et dans tous les domaines. Hein. Alors je ne parle pas, alors l'industrie, c'est encore une autre problématique aussi. Donc je pense qu'il est intéressant qu'on se rapproche de ces gens-là, qu'on aille leur proposer certaines choses en entreprise pour leur dire, ben voilà, nous, ce qu'on peut vous proposer, on peut... En intervenant dans un endroit à part de l'entreprise, on va prendre les gens, on va leur expliquer. On ne va pas leur dire vous êtes malade, vous avez un problème. Non, on va leur expliquer ce qui se passe et comment on peut agir pour eux. Parce que c'est ça le problème. Leur trouver des clés pour qu'ils puissent avancer. Je pense que le chef d'entreprise, il est preneur. Hein, parce que si vous pouvez
Lui, je vois une moyenne entreprise, quand vous avez quelqu'un qui manque, c'est tout de suite problématique. Tandis que si vous pouvez l'aider à aménager les temps de travail en fonction des besoins, ça va aller beaucoup mieux pour le patient, enfin pour le patient ou l'aidant, et pour le chef d'entreprise. Dans les solutions d'aide aussi, on en a parlé pour avoir du répit. Donc, il existe des accueils de jour, des accueils temporaires, l'accueil familial, la garde à domicile. Voilà, tout un système, effectivement, qui peut vous aider. Le baluchonnage, la garde itinérante de nuit. Mais là aussi, ça dépend de la pathologie de l'aider. Donc, les services, surtout, à qui s'adresser. Donc là, vous avez les CCAS, la mairie, et se mettent en place aujourd'hui des maisons France Service. Vous allez pouvoir aussi avoir des interlocuteurs qui vont pouvoir vous orienter. Le conseil départemental, avec sur les territoires ce qu'on appelle les référents autonomie qui sont déployés et tout secteur est couvert. Donc vous avez forcément quelqu'un du conseil départemental, assistants sociaux et qui sont disponibles sur le territoire pour vous accompagner, vous orienter. Vous avez dans les hôpitaux, quand effectivement on est confronté directement à la maladie, les services sociaux hospitaliers où chaque service a une assistante sociale qui peut aussi intervenir au plus tôt. La CAF, la MSA, la MDPH, les PTA, c'est les plateformes territoriales d'appui qui s'appellent aussi les dispositifs d'appui à la coordination, donc les DAC. Alors, l'avantage qu'on trouve, nous aussi, à ces solutions, c'est qu'en fait, au sein de ces organismes, à la fois, vous avez un premier niveau d'information, où ça va être une information globale, qui répond à des questions, qui donne des conseils par téléphone, mais vous avez aussi après le troisième niveau qui permet d'avoir une personne qui est référente sur votre dossier et qui va vous accompagner, qui va faire des visites à domicile et qui va gérer la situation. Donc là, ça sera un interlocuteur privilégié qui sera avec vous pour vous accompagner dans votre rôle d'aidant et pour accompagner votre proche. Toutes les caisses de retraite et bien entendu les associations de patients. C'est vrai que il le disait ce matin, souvent les médecins n'orientent pas suffisamment vers les associations de patients qui savent, qui connaissent, qui sont là à vos côtés aussi pour vous accompagner, qu'il ne faut pas hésiter. Souvent, vous rencontrez des gens, des pairs qui ont des expériences de vie qui sont proches de la vôtre et qui peuvent vous conseiller dans votre parcours d'aidant. Et pour finir, en fait, on voulait terminer sur l'importance de la prévention. Donc, du coup, il faut connaître, on l'a dit, pour mieux prévenir. Donc, je te laisse. Je ne sais pas lire, moi. Bon. Alors, ça va être dur. Un changement de situation. Donc, on a la dépendance, la maladie, le handicap de l'aider. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ben là, on a le problème du choc de ce qu'on nous a annoncé. Un bouleversement qui commence dans notre vie qu'on n'avait pas prévu. Et par là même, ben, on va prendre connaissance de la situation, qu'on se demande comment on va la gérer. Oh, c'est mieux, là. Après, bon, on tombe dans les difficultés d'adaptation. On a un accompagnant, mais bon, plus ou moins fluctuant. On essaye de faire ce qu'on peut. On va réagir dans le déni, parce qu'on va dire non, c'est pas possible, je ne vais pas m'en sortir. Alors, agir seul, on peut y penser. Ouais, est-ce que c'est la meilleure façon? C'est naturel d'aider, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et la difficulté d'aller chercher de l'aide. Alors je crois que ça, c'est vraiment un point important. On croit qu'on va pouvoir tout résoudre nous-mêmes. On s'est dit, on va pas enquiquiner tout le monde. On va passer pour quoi si on n'est pas capable d'aider la personne? Les conséquences, ben, on a un temps de réaction qui est trop long. La santé de l'aidant et de l'aider ben, se détériore plus ou moins, tous les deux, ce qui est des fois catastrophique. Et puis, bon, ben, l'isolement, parce que on n'a plus d'amis, on n'a pas le temps, on a la famille, on la laisse un peu de côté parce qu'on a toujours autre chose à faire. Et donc là, si on sait, si on est informé, si on est sensibilisé, eh bien là, on va agir totalement différemment et le parcours derrière va être différent. En fait, quand on est au courant, on peut se constituer une boîte à outils. On peut écouter les autres qui l'ont vécu, se servir de l'expérience des autres. On peut se repérer et s'identifier de façon plus précoce. Et du coup, derrière, quand la dépendance arrive, il y a une prise de conscience qui est favorisée, il y a une meilleure appréhension de la situation, la phase d'acceptation est réduite, du coup, l'accompagnement est plus adapté, l'accès au dispositif est plus rapide et il y a une meilleure anticipation de l'évolution de la situation. Du coup, les conséquences, on a une préservation de la santé de l'aidant et de l'aider, les risques sont identifiés
est limité. Donc du coup, l'important, s'il y a un message à passer, c'est de savoir s'informer pour pouvoir réagir autrement. Merci. Avez-vous des questions? J'ajouterais juste quelque chose, parce que au niveau de l'entreprise, on a dit il y a la médecine du travail. Elle se retrouve confrontée à la problématique d'avoir maintenant de retrouver les médecins. Parce que la plupart arrivent à l'âge de la retraite et il n'y a pas de remplaçants. Nous, on a ce problème-là sur le Limousin et je pense que ça ne doit pas être que là. Et là, c'est encore un autre problème qui est à gérer aussi. Oui, mais vous prêchez une convaincue, hein. Moi, c'est mon rôle, tout ça. En tant qu'assistante sociale, c'était mon rôle. Et ça l'est encore, d'accompagner et d'aller justement au-devant de ces problématiques et d'aider les gens à avoir un dossier. Parce qu'au-delà du circuit déjà qui est compliqué, qui est long, il y a aussi toute la problématique des indicateurs, toute la problématique de la connaissance du médecin et les certificats à rallonge qu'il faut faire et refaire parce que ça va jamais. Donc, il faut être très vigilant et c'est pour ça qu'il faut se faire aider. Il faut vraiment trouver un professionnel. Les services sociaux normalement sont et ont l'habitude de faire ça, et donc du coup c'est vrai que des fois on se heurte à des murs et que c'est pas facile. C'est pour ça que le rôle des dents, le problème de la maladie, c'est un parcours du combattant, hein. Moi je participe justement, j'ai eu avec la NDPH, on a eu des réunions et tu as raison dans ce que tu dis. Moi j'ai eu des médecins qui disaient nous on sait statuer sur tous les problèmes que l'on rencontre. Je lui ai dit l'hémophilie, je lui ai dit dans votre cursus vous en avez fait combien de temps? J'ai dit, vous êtes capable de juger sur un papier comme ça les problématiques que peut rencontrer un hémophile? Elle m'a regardé. Ah oui, mais c'est un cas particulier. Mais j'ai dit cas particulier, il y en a beaucoup, c'est ça le problème. Et dans d'autres pathologies. Donc c'est là où les associations doivent être aussi siégées dans ça, parce que ça permettra de leur montrer qu'ils ne connaissent pas tout. Parce que c'est pas difficile. Tu as un dossier, tu dis, ouais, bah, c'est ça, on partait sur tel critère. Mais les critères, ils sont basés sur quoi? Mais aujourd'hui, vous l'avez entendu ce matin, pour ceux qui étaient là ce matin, la place du patient ressource, du patient expert, du patient pair, elle est importante et les associations de patients doivent être là aux côtés des professionnels. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est vrai que c'est important. Aujourd'hui, on a l'éducation thérapeutique où il y a les patients qui peuvent intervenir et témoigner, mais dans toutes les pathologies, il faut arriver à impliquer les patients et pas seulement comme à un moment, effectivement, il a été dit pour la vitrine, pour dire voilà, j'ai un patient dans mon projet, il est avec moi et tout. Il faut que le patient soit impliqué du début jusqu'à la fin et que sa parole soit écoutée. Mais c'est pas partout entendu, c'est pas fait partout. Et c'est encore un combat qu'on mène. Et effectivement, à l'association de la Marguerite, on essaye de travailler cette alliance patient-professionnel pour s'impliquer dans les actions sur le territoire, qui sont les actions du département, les actions de la MDPH, les actions de la CAF, pour être reconnus, parce que c'est en fait en alliant les connaissances professionnelles et le savoir expérientiel qu'on fera avancer les choses. Mais on en est au début. Il ne faut pas se leurrer, hein, il y a encore beaucoup à faire. Oui, je rajouterai une chose sur les MDPH. Il faut savoir que les MDPH, c'est géré au niveau des départements et que tous les départements ne sont pas égaux. Je sais, voilà, absolument. Ils n'ont pas la même façon de fonctionner, ils n'ont pas les mêmes directives et chaque département a bien leur propre politique d'accès aux allocations, AH, PCH, etc. Ils ont chacun leur spécificité. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de directive nationale sur le sujet et c'est un vrai problème. Et on le voit bien quand on pose la question, chez toi, comment ça se passe, etc. On voit bien c'est énorme, les différences, c'est très, très disparate. Et les inégalités, du coup, territoriales que ça engendre. Énorme. De Poitiers à chez nous, c'est pas la même chose. On voit bien justement que quand on a déjà la lourdeur psychologique, toute cette lourdeur administrative, eh ben, c'est terrible en fait. Donc on dit on va aider les aidants, on veut tout faire pour aider les aidants, mais on a encore beaucoup à faire pour aider les aidants. C'est sûr parce que bon, je pense qu'on est au début. Hein, c'est vrai que la notion d'aidant, elle est récente, hein, elle est très récente, on l'a vu tout à l'heure. Et du coup, les choses se mettent en place petit à petit sur les territoires. Et depuis effectivement que j'ai commencé mon travail à l'hôpital, je vois quand même que les choses ont bougé, mais qu'il y a encore à les bouger, quoi. Enfin, c'est pas fini. Hein, et puis il faut pas lever le pied, il faut pas lâcher, quoi. Il faut une reconnaissance de la parole des aidants et des patients. C'est ça. Exactement. J'ai probablement loupé quelque chose. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut se déclarer aidant. On se déclare aidant où? Non, il faut s'identifier, effectivement. Il faut s'identifier. Se reconnaître.
Et se reconnaître soi-même. Soi-même. Se reconnaître soi-même. Il n'y a pas de démarche à faire autrement. Alors, il y a aussi des possibilités de démarche, notamment sur la retraite. Il y a des choses qui peuvent être faites. Donc, il y a aussi cette partie-là que vous pouvez exploiter si vous reconnaissez des normes. Mais là aussi, c'est pas encore très clair. Je me suis penchée un petit peu sur les choses, mais là, dans mon discours tout à l'heure, c'était pas se déclarer, c'était s'identifier soi-même aidant. Merci. Voilà. Je voudrais savoir, la Marguerite est une association locale? Oui, tout à fait, une association locale sur la Nouvelle-Aquitaine, en fait. Et comment on découvre les autres régions, ce qu'ils ont comme... C'est une bonne question. Alors, à part, enfin, le président qui a monté l'association, en fait, c'était une initiative, enfin, c'était tout nouveau. Hein, je ne crois pas qu'il y ait l'équivalent, en fait, à ma connaissance, mais je peux me tromper. Lui, il a dit qu'effectivement, c'était innovant. Je pense que c'est vrai. Hein, c'est une association qui regroupe plusieurs associations. Et sur le fait d'avoir les patients impliqués aux côtés des professionnels, c'était un peu... Ah oui, nous comme on l'a construit, oui. Alors, il existe des formes oui. sur les aidants. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Mais disons que nous, on a fait une construction, justement, pour vraiment prendre conscience de tout ce qu'il y a autour. Et de pouvoir... Nous, ce qu'on veut... entre guillemets, ce qu'on veut, c'est que le patient, on voudrait faire un numéro unique, le patient il téléphone à ce numéro unique et qu'on puisse lui donner les informations pour que lui puisse se situer là-dedans et aller vers ce qui peut l'aider. Et c'est ça, et c'est ce qui manque dans notre pays, c'est que tout le monde fait tout, mais on ne va pas jusqu'au bout. C'est ça oui, le problème. Dans le jargon professionnel, on dit souvent que c'est un millefeuille de dispositifs. Et en fait, parfois aussi, même les professionnels s'y perdent, tels que vous avez des associations, des structures qui naissent, et si vous ne connaissez pas bien les missions des uns et des autres, c'est vrai que c'est compliqué de se repérer. Mais c'est pour dire que, de toute façon, il y a une solution. Mais le tout, c'est de trouver la personne qui va vous l'amener, cette solution, et de prendre le temps. Donc, c'est pour ça que quand vous avez une problématique, surtout n'attendez pas. Allez voir les professionnels qui sont sur votre territoire, les services sociaux, les personnes de la mairie, voilà, ou dans l'entreprise. Vous avez aussi des services sociaux dans l'entreprise. Mais surtout, allez chercher quelqu'un qui vous accompagnera au plus tôt, parce qu'en fait, vous allez perdre du temps. Et tu parles justement de la construction. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est ne pas construire autre chose. On veut s'appuyer sur ce qui existe. On ne va pas réinventer la Lune. Hein. De toute manière, ça n'a pas d'intérêt. Il y a pas mal de choses qui sont en place. Il faut qu'on s'appuie dessus pour pouvoir faire avancer. C'est pas d'inventer ce qui est déjà fait. On ne va pas inventer l'eau chaude. Hein, de toute manière, c'est déjà inventé. Mais on veut construire, on veut s'appuyer pour pouvoir justement donner le plus de possibilités aux aidants et aux patients de se renseigner, de voir pour eux. Il y a un tas de trucs. Voilà, merci à vous. Merci à vous. J'espère qu'on a répondu à vos questions. En tout cas, on reste là encore pour la journée. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à venir nous voir. Et s'il y a d'autres questions, on a aussi les liens que Christine a passés en dernier, là, qu'on pourra redonner pour répondre à vos questions, pour avoir plus d'informations. On a un petit questionnaire qu'on vous a donné. Si vous voulez bien le remplir, ça serait sympa. Si vous voulez prendre le temps de le remplir, vous pouvez aussi le déposer au stand de la FH. Alors, comme vous voulez, c'est anonyme, ou vous pouvez marquer votre nom si vous voulez être contacté, si vous êtes intéressé. Je pense que ça, c'est le but, hein, c'est de créer ce lien et de vous permettre de vous retrouver dans tous ce dédale, d'aider les autres qui sont autour de vous. Ça peut être toujours intéressant, surtout notre milieu associatif, c'est ça. Hein. C'est l'entraide, hein, de toute manière. Il n'y a pas... Mais ne capitulez pas. Il y a des solutions.